Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? 130 000 bénéficiaires sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J'ai instruit le Premier ministre Robert Mambé-Begré à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne... L'initiative, elle est bonne. L'initiative, elle est bonne. Déjà, j'attendais ce volet-là qu'il en parle. En ce qui concerne les pauvres personnes qui ont été injustement, en fait, enlevées par rapport au déguerpissement. L'initiative, elle est déjà bonne. Faut pas critiquer pour critiquer. Mais comment les personnes vont être, sur quels critères les personnes, en fait, vont être sélectionnées, vont pouvoir être dédommagées? C'est la question, c'est le mécanisme. C'est la faisabilité, la réalisation maintenant de ce qui est dit. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que chez nous, on a toujours les grands discours, les grandes communications, mais par la suite, on ne trace pas, on ne profile pas, en fait, ce qui est donné comme discours. Donc, comment les gens vont être sélectionnés? Comment, sur quelle base, sur quels critères les gens pourront être dédommagés? C'est la question. Et l'année 2025, c'est une année assez intense. Donc, on va essayer tant bien que mal de suivre cela pour voir quelles sont les retombées et comment les gens ont pu bénéficier de cela. Mais j'attendais ce point-là en ce qui concerne les personnes déguerpies parce que c'était mon coup de cœur de l'année 2024 en fait pour nos parents qui ont été déguerpis et souvent d'autres aussi injustement en pleine année scolaire. Je pense aux enfants. Je pense aux enfants aussi qui ont été obligés de partir et qui n'ont pas pu terminer l'année scolaire. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. L'accès au logement. Ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, alors, les 40 000 logements sociaux, c'est intéressant aussi. Où sont-ils? Pour ceux qui peuvent nous les répertorier, parce que je pense qu'il y a quelques mois, même les militants en fait du RHDP disaient que le volet sur lequel leur mentor, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, n'avait pas travaillé, c'était sur les logements sociaux. Bon, là, on nous annonce qu'il y a eu 40 000, d'accord? Il y a eu 40 000 logements sociaux. 40 000, c'est quand même beaucoup, hein, d'accord? C'est pas à négliger. 40 000, où sont-ils? D'accord, où sont-ils? Nous, on veut les voir. Pour ceux qui nous regardent là, si vous en faites partie des bénéficiaires, faites-nous le savoir pour qu'on puisse répertorier les 40 000. Parce que les chiffres, c'est très important. Mais 40 000 logements sociaux, ça peut apporter, bon, je sais pas, 40 000 logements sociaux de l'État, 40 000, hein. D'accord, 40 000 logements sociaux. D'accord, où sont-ils? Nous attendons, si quelqu'un peut nous donner des pistes. 40 000, hein. D'accord, je ne parle pas d'une opération de 3 000. 40 000. 40 000. Voilà. Comme il y a une chanson, je pense, d'un chanteur coupé décalé, là, Serge Mino, 40. 40 000. 40 000. Bon. Les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1800 francs CFA contre un maximum de 1100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique. Bon, ça c'est... Quand j'ai vu cette annonce, j'ai un petit peu souri.
c'est bizarre en Côte d'Ivoire, depuis un moment, on a toujours pour tradition, dès que c'est l'oreille des élections, les personnes les plus impactées sont les populations paysannes. Elles sont touchées, elles ont toujours la chance en tout cas d'avoir une augmentation en ce qui concerne en tout cas le kilo, le prix du kilo, d'accord, le prix Borchamp. Et puis là, ils sont des privilégiés en ce qui concerne la CMU, pendant que la CMU, à partir de 2025, sera obligatoire pour l'ensemble des citoyens. Est-ce que, en termes de misérabilité, si on doit faire un calcul, nos parents paysans sont-ils plus misérables que les populations qui sont à Abidjan ou qui sont dans les centres urbains? Faut pas oublier que dans les centres urbains, les populations qui y sont ne sont pas exclusivement des populations qui travaillent. Il y a aussi des populations qui souffrent. Il y a aussi des populations qui sont confrontées à des réalités qu'il ne faut pas négliger. Donc, dans ce cas-là, pourquoi ce deux poids deux mesures? Je suis d'accord parce que moi-même je fais partie du corps paysan, je me réclame paysan, d'accord, merci pour les privilèges. Et en plus, on nous dit qu'il faut qu'on détienne une carte, d'accord, qui fait de nous, d'accord, des paysans, des paysans, sinon on ne pourra pas bénéficier des avantages qui sont donnés par rapport à la CMU. Donc on a un critère encore qui va essayer de diviser combien de paysans sont conscients qu'ils doivent forcément obtenir une carte en tant que planteur ou je ne sais quoi. Bon, il faut... Je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, je ne sais pas si je dois féliciter cela parce que je trouve qu'il est discriminatoire. Parce que il y a plus de pauvres que de riches en Côte d'Ivoire. Dans ce cas, il fallait faire une exception en ce qui concerne les populations les plus touchées, les plus démunies, y compris, d'accord, la catégorie aussi des paysans en ce qui concerne leur exception pour leur CMU. Ok? Donc, voilà. En faveur de nos parents planteurs et de leur famille. Je tiens à dire quelque chose. Le premier président en Côte d'Ivoire était infirmier et était aussi planteur. Steve G, le premier président ivoirien, était, d'accord, planteur. Il était planteur et infirmier. Toucher à la terre ne fait pas de toi quelqu'un qui ne peut pas analyser. C'est faux. Vous croyez que je suis obligé de me mettre en costard-cravate et dire que je suis quelqu'un qui travaille dans une banque pour avoir une légitimité de pouvoir m'exprimer sur un sujet? Il faut arrêter, les gars. Respectez le métier de tout un chacun. Si je vous dis je suis paysan, c'est en connaissance de cause. Je ne viens pas ici pour... Voilà. Non. C'est pas contre toi-même. Je le dis en général. Moi, j'ai pas de mal à dire je suis paysan. J'assume mon statut de paysan. Quand je rencontre, par exemple, des collègues paysans, même que ce soit, par exemple, dans des pays européens, quand on discute sur l'impact, en fait, de la politique, en fait, agricole de l'Union européenne, d'accord, de l'Union européenne, on discute parce que voilà, il n'y a pas ce protectionnisme en ce qui concerne en fait tout ce qu'on fait. On voit comment le lait est bradé, on voit comment aujourd'hui le marché du Mercosur va venir détruire en fait le business qu'on fait ici en Europe. Donc voilà, c'est le monde agricole, c'est notre chose. Et nous on défend cela, mais aussi on parle aussi de la crise et la réalité sociale. Parce que si les populations vont bien, naturellement, elles vont consommer en fait nos productions. Vous voyez? Donc c'est du donnant-donnant. Donc voilà, c'est un peu ça le business. Donc je continue. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux.
et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre... Alors, donc c'est intéressant en ce qui concerne en fait le domaine macroéconomique et naturellement, c'est ce qu'on... Vous savez, l'économie, ce qui est intéressant dans l'économie, c'est le fait de pouvoir, la redistribution des richesses. Effectivement, on a toujours sous M. Ouattara des chiffres, des croissances à 2 chiffres ou des croissances à des chiffres, avec des chiffres impressionnants. Ça va à du 6%. Souvent, là, pour les prévisions 2026-2027, c'est 7%, plus de 7%. Mais on ne voit pas ces répercussions là sur les populations. Tout à l'heure, on parlait du filet social. Tout à l'heure, on parlait en fait, voilà, de ces populations-là. Pour qu'il y ait une disparité entre, je ne sais pas, le grand monde économique et en fait la population. Or, nous sommes composés en majorité de populations pauvres. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut en fait dire le contraire. Comment arrivons-nous en fait à pouvoir avoir cette magie entre ce miracle-là macroéconomique qui ne se retrouve pas dans l'assiette de l'Ivoirien lambda? Les discours sont beaux. Quels sont aussi les actes en termes de bons technologiques pour pouvoir sortir du canevas du primaire pour aller en fait dans le pôle de transformation? Je veux parler du pôle secondaire qui peut aussi drainer en termes d'emploi, en termes de production, en termes de bénéfices, en termes d'exportation surtout, d'accord, et de rééquilibrage aussi aux importations, nos réalités. On ne voit pas. C'est des questions que je me pose. Elles sont tout autant légitimes. Et bon, voilà, c'est quand même bizarre. C'est une spécificité propre à la Côte d'Ivoire. On continue. Contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024. Contre 846 000. Bon, écoutez, ça, on va être franc. Là, on rentre dans les choses, en fait. C'est intéressant, le riz paddy. Combien d'Ivoiriens, vous, les 136 personnes présentes là, combien d'entre vous mangez le riz paddy? Non, franchement, il faut qu'on se parle véritablement. Et je tiens à dire, en fait, je tiens à dire, moi, je veux savoir, le riz paddy là, combien d'entre vous mangez le riz paddy? Ou bien vos familles à Abidjan vont acheter sac de riz paddy? Non, de 800 000 à 2 millions, c'est beau, oui. Mais combien d'Ivoiriens mangent le riz paddy? On a eu un ministère sous M. Sangafoa, si j'ai bonne mémoire, d'accord? Oui, c'est sous M. Sangafoa, si je me... Voilà, qui était un ministère qui était dédié à la riziculture, qui a donné, d'accord, ses résultats, qui disait que la Côte d'Ivoire allait faire un bond en ce qui concerne la consommation des riz local phénoménal. Ça fait au moins 3 ans. Rien n'est véritablement fait. J'ai lu une étude qui disait en juillet que la Côte d'Ivoire a investi à peu près de 2 milliards, si je ne m'abuse, 1 milliard 800 millions. Voilà, 1 milliard 800 millions dans l'importation du riz. Secteur qui est détenu en partie par les Libanais. Est-ce que vous comprenez? Secteur détenu par les Libanais. La Côte d'Ivoire est un gros importateur de riz. Donc, ce ratio différentiel de 800 000 à 2 millions, c'est-à-dire d'1 million 200 000 en termes de progression par rapport au riz paddy, où va-t-il? Quelles sont les succursales qui développent cela? Il faut que M. Ouattara soit plus précis. Ça donnera aussi l'envie aux Ivoiriens qui ont envie de consommer patriotiquement, au lieu d'aller, par exemple, dans le business d'autres communautés, d'aller consommer le riz paddy, qui est un très bon riz de qualité, et ça permettra bien évidemment d'aider nos producteurs ou d'aider les structures qui sont dans la faisabilité de ce riz paddy, ce riz consommé localement. D'accord? Nous, on a des gens comme Stéphane Sucré qui sont dans ce qu'on appelle le riz d'ici, qu'on a vu ici, on a échangé avec eux, qui, eux, à leur échelle, à leur minime échelle, essaient de faire quelque chose. Mais si vous nous dites que le riz paddy devient une consommation dans l'assiette de l'Ivoirien, tant mieux, bravo, on vous félicite, M. Ouattara, mais où sont stockés ces riz paddy là? Dans quelle structure, dans quelle succursale nous pouvons nous approvisionner en riz paddy afin de pouvoir enrichir la riziculture locale, et ça sera tout bénéf pour vous, parce qu'en fin de compte, l'argent restera sur place. D'accord, donnera du travail et redynamisera le secteur de l'agriculture de mes collègues, en tout cas qui sont au niveau du volet rizicole. Voilà, voici ce que je voulais dire et je pense que je ne peux pas être plus clair que cela.
tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, bon, ça on en parlera, hein. Le défi de la souveraineté alimentaire, on est mal barré. Parce que pour parler de souveraineté alimentaire, il faut que les Ivoiriens maîtrisent eux-mêmes, d'accord, leur alimentation, tant dans la production et tant dans la fabrication. C'est-à-dire, quand j'ai de la production, c'est-à-dire le process du produit fini. Heureusement qu'on a Caridor, qui est en partie géré par des Libanais. Sinon, on importe. Hein. On importe. On importe. Angelo nous explique qu'à Odiné, on n'achète plus du riz importé. Bravo. Il faudra que tu fasses un panel là-dessus, que tu invites nos parents d'Odiné qui nous expliquent quel est leur secret pour que, dans d'autres régions aussi, on puisse emprunter ce cas d'école d'Odiné. Moi, je ne suis pas contre. Je suis là pour apprendre. Comment nos parents d'Odiné ont-ils fait pour ne plus mettre, d'accord, chez eux, le riz importé dans des structures, dans des boutiques? Comment l'ont-ils fait? Angelo, tu organises ce panel, je suis le premier à venir. Moi, avec grand plaisir pour venir apprendre. Donc voilà, en ce qui concerne la souveraineté alimentaire, c'est très important. C'est très très important. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est la transformation qui nous pose problème. Notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une... Moi, personnellement, il y a un truc qui me gêne, en fait, en ce qui concerne cette affaire d'or. Et il fait bien de relever, en fait, le défi écologique. C'est vrai, c'est bien beau d'exploiter l'or, c'est bien beau d'exploiter, en fait, tout ce que l'on voit là, on dit c'est des hubs, c'est des nennis, c'est des ci, c'est des ça. Mais regardez l'état de nos cours d'eau. L'état de nos cours d'eau, c'est un truc de fou. Avec leur paillage clandestin et tous ces phénomènes-là qui ont été mis en place, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable et que je déplore au plus haut point. Les eaux sont infectées, les espèces aquatiques meurent, nos cours d'eau changent complètement de couleur, rien n'est fait véritablement. Le Ciapol existe, mais qu'est-ce qu'on fait véritablement? Le cyanure et toutes ces substances-là tuent complètement la nature, même les sols, mais aussi les cours d'eau. Et c'est bien beau d'exploiter, mais derrière, il faut que la Côte d'Ivoire soit vivable, quoi. C'est surtout cela. Et bon, l'or, moi je pense que la politique minière, hein, le code minier ivoirien, en ce qui concerne la part de l'État, il faut qu'il revoie. L'État doit avoir plus de structures. Il y a des efforts qui ont été faits en ce qui concerne le code minier, parce que j'avais échangé avec des frères là sur une réforme, là, une loi qui date de, je crois, 2021, où, en ce qui concerne en fait la structure de revente de tout ce qui est gaz, de tout ce qui est
stations essence, c'était exclusivement d'abord dédié, certains secteurs, je crois le B1, le B2, B3, et sont exclusivement dédiés aux Ivoiriens, et pour certaines catégories, les étrangers doivent travailler forcément avec des Ivoiriens. Ça, moi j'ai dit que c'était effectivement une très bonne chose qui était faite à ce sujet-là, mais on peut faire mieux en ce qui concerne le code minier, parce que il y a certains États aujourd'hui qui nous montrent que, voilà, quand tu veux être maître de tes hydrocarbures, tu peux le faire. D'accord? Donc, voilà, je vais pas être rabat-joie, mais surtout sur l'aspect écologique. L'aspect écologique, j'insiste sur l'aspect écologique, parce que nous, en Afrique, quand on parle d'or, quand on parle de diamants, quand on parle de pétrole, on regarde automatiquement les retombées comme les pays du Golfe. Il ne faut pas regarder cela, il faut regarder surtout sur les retombées écologiques. Sans écologie et sans nature, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et je tiens à rassurer Solo Béton, je ne demande pas qu'il fasse tout. Moi, je ne crois pas à un homme qui peut faire pleuvoir des billets d'argent, mais je crois, d'accord, à la mise en place de politiques visionnaires, de politiques réelles qui peuvent être continuées et vice-versa. C'est tout. Faut pas chercher plus loin, frère. Voilà. Une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Mes chers compatriotes, les conditions de travail... Bon, la lutte contre le blanchiment, la bonne gouvernance. Moi, je pense que la bonne gouvernance doit commencer au plus haut sommet de l'État. Donc, voilà, la bonne gouvernance doit commencer au plus haut sommet de l'État. Si tout va bien au plus haut sommet de l'État, bon, c'est bien, félicitations. Félicitations. Et puis, la bonne gouvernance continue sur le secteur des affaires. Mais pour moi, tout doit commencer au plus haut sommet de l'État. Bon, le blanchiment, c'est vrai que des personnes comme celui qui a été mentionné dans les commentaires, là, Pouchou. Bon, Pouchou, moi, bref, je vais pas... Bon, continuons. Bref. Dans la fonction publique, ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires tous les 2 ans, depuis 2014. Nous avons aussi initié un dialogue social avec... Bravo aux fonctionnaires qui leur salaire ne cesse d'augmenter depuis... Excusez-moi. Bravo aux fonctionnaires pour qui leur salaire ne cesse d'augmenter depuis 2014. Bravo. Vous avez vraiment de la chance et on félicite aussi M. Ouattara. Bravo M. Ouattara d'augmenter le salaire des fonctionnaires depuis 2014. C'est vraiment très gentil, Président. Vous êtes le meilleur. On continue. Avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale. Nous poursuivrons également nos actions en faveur de l'autonomisation et la promotion des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes. Moi, je remercie aussi également Monsieur le Président pour le FAFSI qui est géré par son épouse. Mais personnellement, il faut revoir ça, Monsieur Ouattara. Franchement, c'est vraiment embêtant que la femme du président, d'accord, gère un fonds d'appui dédié aux femmes de Côte d'Ivoire. Ça là, ça ne passe pas pour moi. C'est bizarre, ça ne passe pas. Dans votre programme politique, c'était pas à l'ordre du jour. C'était pas que votre femme vienne gérer un business pour les Ivoiriens. Elle n'était pas dans un programme quelconque. Comment a-t-elle pu... Elle fait partie même de votre politique, en fin de compte. Elle fait partie de votre politique. Sur quels critères Madame Ouattara a pu gérer ce fonds d'appui là? Parce que l'État y met de l'argent. Donc,
Non, non, Solo Béton, c'est faux, tu racontes des bêtises. Il y a l'aspect fondation. Même moi, je suis contre. Ça se fait aussi en France. Et en France, celle qui l'a fait, c'est Madame Chirac avec les pièces jaunes. Mais là, limite, la femme de Monsieur Ouattara est une femme qui fait partie des institutions ivoiriennes. Le fonds d'appui, là, aux femmes de Côte d'Ivoire, d'accord, c'est pas normal. C'est pas normal. Aucune femme de président n'a géré une institution comme ça. Madame Gbagbo, elle était députée. Elle fait de la politique. Si vous voulez évoquer Madame Gbagbo, elle était députée. Elle fait de la politique avant, d'accord, que son mari n'accède au pouvoir. Elle était déjà députée à Abobo. Est-ce que vous comprenez? Madame Félix Houphouët-Boigny, elle était dans Ndaya International. Non, mais ce que je suis en train de dire, dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne suis pas en train de marcher ou de dénigrer Madame Ouattara. C'est un fait. Madame Félix Houphouët-Boigny, Madame Thérèse, était dans Ndaya International. Ndaya, c'est une fondation. Ndaya, c'est comme servir de Madame Bédier. Il y a eu servir de Madame Bédier. Madame Guéhi-Robert, je ne sais pas si elle organisait quelque chose. Madame Gbagbo, elle était dans son truc d'église là ou quoi. Donc, voilà, je ne sais pas comment, sur quels critères Madame Ouattara a pu avoir les trucs de FAFSI, quoi. Déjà avec ce qu'elle possède déjà, Children of Africa, elle avait déjà Children of Africa, non? D'accord? Children of Africa, elle était aussi dans le business de la radio avec Nostalgie, d'accord? Voilà, je pense elle est dans l'immobilier. Alors, est-ce que quelqu'un a reproché qu'elle soit dans l'immobilier avec son agence AICI? Personne ne l'a reproché, parce que c'est quelque chose qu'elle avait auparavant. Mais le truc de FAFSI, moi, je trouve ça personnellement, je trouve pas ça bien. Franchement, je trouve pas ça bien. Je le dis, en vérité, je trouve pas ça bien. C'est trouble dans les affaires d'État. Mais c'est mon point de vue. Après, chacun pense comme il veut. Voilà. Femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière. Vous avez compris un peu l'esprit du truc. Mais c'est la dédicace qui est faite à la jeunesse. C'est ce qui me plaît en fait. C'est ça en fait. Vous avez dit, mais pourquoi je suis allé mettre ça en fait? C'est effectivement, ils sont conscients de la jeunesse, de l'arme de la jeunesse, de la puissance de la jeunesse. Mais la jeunesse, elle est endormie. Écoutez ce qu'il va dire pour la jeunesse. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance et votre besoin d'épanouissement. Ok, ça c'est le président qui parle aux jeunes. Aux jeunes de Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il parle? Les jeunes, il sait votre épanouissement, votre créativité. Vous voulez vous prendre en main. Il sait, il dit qu'il sait à la jeunesse ivoirienne, les jeunes. Vous savez pourquoi il parle comme ça? Parce que vous êtes majoritaire. Mais vous n'êtes pas conscient. Donc, limite, il vous fait comprendre ce que vous êtes, mais vous-même, vous n'étiez pas conscient. Parce que je suis sûr que beaucoup ont écouté ça, mais n'ont rien compris. Les jeunes, c'est vous. Votre avenir est entre vos mains. L'avenir vous appartient. Mais si vous dormez, vous êtes dans le béret, vous êtes dans les choses inutiles, là. Chaque année, ils vont venir vous caresser avec des paroles mielleuses. Et vous ne comprendrez rien. Ce qu'il dit, c'est une réalité. Il sait ce que la jeunesse représente dans ce pays. Il sait. Écoutez la suite. Pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre
et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. Quels sont le nombre de jeunes qui ont bénéficié des ressources mises dans le secteur de l'emploi, dans les différents secteurs qui ont été cités, d'accord? Un instant, s'il vous plaît. Je veux juste voir quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'envoie un truc là, qui m'a fait rire. Merci à tous ceux qui me souhaitent des vœux. Voilà, des vœux. Instant, ok, tac. Alors, donc, dans le milieu de la culture, dans le milieu du numérique, quels sont ces nombres? Moi, j'aimerais connaître ce nombre de jeunes. Mais quand il dit des milliers de jeunes ont bénéficié, des milliers de jeunes, ces milliers-là, nous voulons les connaître. Ces milliers-là, nous voulons les voir pour qu'ils puissent aussi donner à d'autres jeunes leur expérience et comment ils ont réussi à pouvoir sortir leur épingle du jeu. C'est très important. Voilà. Sortons dans le discours et allons dans du concret. Je ne suis pas en train de dire que les jeunes n'ont pas bénéficié. Certainement, il y en a qui ont bénéficié, mais des milliers. J'aimerais en fait avoir leur expérience, leur retour, voilà, sur ces expériences-là qui ont été bénéfiques, ma part pour eux. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité franchement. M. Ouattara, il est déconnecté de la jeunesse. Quand on l'entend, j'ai l'impression d'entendre en fait François Mitterrand qui parlait en fait des projets de Jack Lang en fait à Châtelet en 1988. Il est complètement déconnecté. Une cité de la culture, d'accord, dans laquelle en fait il y a la technologie, il y a plein de choses. Je pense que les rédacteurs même de son discours en fait sont déconnectés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. La jeunesse a besoin, d'accord, de réformes au niveau même déjà scolaire et académique qui les poussera dans des filières qui seront plus utiles à la société. C'est pas pour aller créer des cités de la science ou quoi. Ça, on n'en a pas besoin. Il faut aller dans le B.A.B.A. déjà toucher à partir de l'école et même toucher aussi pour ceux qui ne vont pas à l'école. Trouver des filières qui vont rendre les jeunes plus efficaces et compétents dans notre économie. Beaucoup de jeunes doivent se retourner vers l'agriculture. L'agriculture, c'est pas seulement le fait de tenir les machettes. L'agriculture, il y a plein d'autres secteurs qui peuvent être autour de l'agriculture. Il y a des services qui peuvent découler de l'agriculture, d'accord? Il y a de la main-d'œuvre naturellement. S'il y a la main-d'œuvre, ça permettra de booster l'agriculture, déjà, d'accord? Parce qu'en nombre, déjà, ça sera très important. Ça va aussi booster les économies dites locales parce que c'est dans les zones agraires, il faut y aller. Ces jeunes-là vont aller dans ces zones agraires, ils vont vivre, ils vont s'établir, ils vont consommer naturellement sur place. Donc, il y aura déjà déplacement à l'intérieur du pays. Il faut repenser ces choses-là au lieu de nous parler des cités des sciences ou de la culture. Qu'est-ce que les cités des sciences? Combien d'enfants d'Abobo vont aller à la cité des sciences? Ils vont gagner quoi à la cité des sciences et technologies? N'oubliez pas qu'il y a plus d'enfants d'Abobo que d'enfants Choco de Cocody. Il y a plus d'enfants du ghetto que des enfants Choco. Donc, je sais pas quoi. Je sais pas. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer. Ce qui est intéressant en fait chez M. Ouattara, il a une cohérence. Lui, pour lui, en fait, 2011 est une date
effective pour lui. C'est intéressant. Il ne parle ni de 2000, il ne parle même pas de 95. Pour lui, c'est 2011. 2011, pour lui, la vraie démocratie a commencé à partir de 2011. C'est intéressant de comprendre son discours et de voir la vision du monsieur. Et il veut rassurer avant toute chose. Il rassure les gens, mais il rassure les partenaires. Ça, c'est très important. Ce qu'il a dit, il a parlé, il a évoqué des partenaires. Les partenaires, vous les connaissez. D'accord, ce sont les États-Unis, c'est l'Union européenne en l'occurrence. Et il a dit que les élections vont bien se passer. Et sur ce coup-là, beaucoup de gens l'attendaient. Mais rien n'a changé, c'est le remake de 2020 qui est en train de se profiler. Ouattara, à cette période-là, en décembre, il n'avait pas annoncé, le 31 décembre, ni sa candidature. Quelques mois, il a annoncé Amadou Gon Coulibaly, d'accord. Et puis, après, il est revenu le 7 août. Je pense qu'on va dans le même sens. On va dans le même sens, on va dans le même profil. On ne sait pas ce qui va se passer après, pendant l'année 2025, mais en tout cas, on reste dans cette configuration. Ne cherchez pas loin, on reste dans cette configuration. Et c'est intéressant, parce que c'est pour cela que je parlais de l'année intéressante de 2025, parce que 2025 sera une année palpitante sur tous les coins. Et quand il parle d'élections inclusives, on pourrait dire, en fait, ceux qui sont pour l'instant rejetés feront partie du schéma. Mais je n'y crois absolument pas. Ça, c'est personnel. Pour moi, je n'y crois absolument pas. Ce ne sera pas à l'avantage du RHDP que tout le monde y participe. Et puis, forcément, si tout le monde doit participer dans une élection en Côte d'Ivoire, avec les structures que l'on a, c'est mort. Ça va forcément péter. D'accord? Inclusive, bah bien sûr, oui. Il a dit inclusive. Hein. Attendez, je vais remettre parce que quelqu'un dit qu'il n'a pas dit cela. Je vais remettre. Soit je me suis trompé. L'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons... Alors, il n'a pas dit inclusif, apaisé, transparente et démocratique, d'accord? C'est ce qu'il a dit, apaisé, transparente et démocratique. Donc, autant pour moi. Et moi, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Une élection avec tous ceux qu'on connaît là qui participent, je n'y crois pas. En tout cas, en Côte d'Ivoire, moi, je n'y crois pas. Donc, je sais que forcément, il y aura des gens qui seront enlevés, il y aura des trucs et tout. Quand je dis enlevé, écarté, je dis écarté et tout et tout. Et donc, voilà. Mais je n'y crois pas à ce que vous pensez là. Et maintenant, si vous voulez une élection avec Tian, Gbagbo, Ouattara, Soro et autres, ce schéma, Blé Goudé et tout, je n'y crois absolument pas. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens. Non, j'ai reconnu qu'il n'y a pas eu l'inclusion là-dedans. J'ai reconnu parce que j'ai écouté Transparente, Démocratique et autres. Je n'y crois pas. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour. On n'est pas mature politiquement et on n'a pas les structures qu'il faut. Des gens trichent toujours en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Il ne peut pas avoir une élection avec Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Soro Guillaume. C'est impossible. C'est impossible. Solo Béton, j'aime pas parier, mais si tu veux, tu viendras fermer ma bouche dans quelques mois. Ça ne va jamais exister en Côte d'Ivoire. Je ne crois absolument pas. Ça ne pourra pas, c'est impossible même, arrêtez de rêver et raconter n'importe quoi. On joue pas ici au loto ou quoi, ça va jamais se faire en Côte d'Ivoire. Une élection où tous ceux-là vont participer, avec une CEI qui ne sera pas contestée par l'un des candidats et autres. Mon frère, là, tu rêves debout. Hein. Alors, on continue, c'est bientôt la fin. Consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. À l'orée de l'année 2025, je veux aussi traduire la solidarité de la nation à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui passeront ce réveillon dans la solitude ou dans la maladie. La célébration des fêtes de fin d'année est aussi l'occasion du pardon. C'est pourquoi, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai décidé d'accorder la grâce à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, j'appelle toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier nos idéaux de paix et de cohésion sociale
à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire que nous devons continuer à faire rayonner en Afrique et dans le monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à chacune et à chacun de vous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Et voilà, donc on a su la première partie du discours de M. Ouattara, parce que je vous ai dit, il y a deux personnes qui m'intéressent, Soro Guillaume et Ouattara. Et ensuite, je pourrais vous dire en fait ce que je pense. Je vais faire le bilan, en fait, le bilan de ce qui a été dit dans son discours, ce que l'on peut comprendre, et c'est intéressant. Mais pour cela, il y a un morceau qui va très bien avec son discours et qui peut aussi augurer. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de rencontrer les militants de GPS, mais au-delà, profiter pour m'adresser à tous les Ivoiriens. Ce sera une occasion choisie pour des échanges de vœux, mais aussi on va aller directement sur les échanges de vœux et on aura un comparatif des deux. C'est très intéressant. C'est deux cas d'école. On est parti. Vous allez voir. Hop, 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 hop. Ok. Pas empêcher de garder les pieds sur terre et le cœur en Côte d'Ivoire. De votre exil, vous avez créé Génération et Peuple Solidaire. De votre exil, vous avez mis en marche un mouvement citoyen qui a mobilisé des centaines, puis des milliers d'hommes et de femmes. De votre exil, vous avez fixé un cap. Vous avez insufflé une énergie. Vous avez transmis une foi qui, jusqu'à présent, nous permet de transcender les obstacles et de surmonter les difficultés. Monsieur le Président, vous êtes un chef. Vous êtes un leader. Vous, le président de Génération et Peuple Solidaire. Vous, Guillaume Kibafori Soro. Ce jour, 31 décembre 2024, Bon, première des choses déjà, ce qu'on peut constater sur M. Soro Kibafori Guillaume, regardez la tête par rapport à d'autres personnes qui disaient qu'il était... C'est ce qui est intéressant en fait avec ce que les gens disent en politique. Il n'est pas physiquement, ça va. Hein. Vous trouvez pas? Je le trouve pas de hyper maladif et autres. Hein. Je trouve même qu'il est dans un embonpoint. Voilà. Par rapport à sa précédente visite auprès de Kiani sur les photos qui étaient présentées, il a l'air, en tout cas, avoir repris du poil de la bête. Hein. Donc ceux qui disaient qu'il était mourant. Solo Béton dit, si c'est comme ça, je l'ai connu. Moi, personnellement, tu veux que je te dise quelque chose, Solo Béton, moi, je le préfère comme ça que quand il était, moi, j'aime pas les gens gros. Bon, non, j'aime pas le surpoids. Le surpoids et l'obésité et tout, j'aime pas. D'accord? Voilà. Mais là, je le trouve, franchement, clean, hein? Par rapport à l'image quand il était arrivé à Niamey, d'accord? À Niamey et autres, où il avait vraiment perdu. Mais là, je trouve qu'il a une tête normale. Et beaucoup de gens nous disaient qu'il était en train de mourir. Il devait rentrer en Côte d'Ivoire. Il avait même appelé Ouattara, supplié Ouattara pour rentrer, pour qu'il meure en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'aurais appris. D'accord? Donc, mais là, je trouve qu'il a, voilà, il n'est pas en train de mourir, là. Donc, voilà. Donc, on va écouter quand même. C'est 1h45 minutes 37 secondes, hein. D'accord? Donc, on va écouter, bon, et puis écouter quelques éléments. Les militants des Générations et Peuples Solidaires sont réunis pour échanger avec vous et former pour vous leurs vœux pour l'année 2025 qui nous ouvrira ses portes en quelques heures. Les coordonnateurs régionaux de GPS en retour seront honorés d'entendre le message de nouvel an que vous voudrez bien leur délivrer à eux et à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Ils souhaiteraient par la même occasion recevoir les orientations que vous voudriez bien leur donner pour cette année nouvelle,
une année déterminante pour la vie de notre mouvement et de notre pays. Vos militants, Excellence, ont soif de vous entendre après un si long moment de silence qui a fait fuser de toutes parts. Donc là, on a Moussa Touré, en fait. Moussa Touré, celui qui s'occupe de sa communication. J'ai vu Kader Diarasouba parmi... Donc, c'est les coordonnateurs, en fait, de son mouvement GPS à travers le monde. Il y en avait d'autres même qui étaient à Abidjan parce que j'ai vu des images des gens qui étaient en Côte d'Ivoire et autres. Et voilà. Et donc, ils sont quand même structurés. Hein. Ce qu'on peut constater des gens de GPS, ils y croient dur comme fer. Ils sont derrière leur mentor. Et c'est pour cela que je dis aux gens, faites attention à l'effet des réseaux sociaux et la réalité sur le terrain. Et aussi regarder la capacité aussi des individus avant toute chose. Il y a les machines politiques, il y a des individualités politiques. Donc, en termes d'analyse, je me trompe rarement sur ce que j'ai dit et je sais de quoi je parle. Je vais vous faire un comparatif de certaines interventions de Soro Guillaume et du discours de M. Ouattara. Vous avez même loupé quelque chose parce qu'il y a un point important que Ouattara n'a pas évoqué dans son discours et même qui a un lien avec Soro Guillaume. Mais je vous le dirai tout à l'heure. Les plus au nom de tous mes collègues coordonnateurs régionaux du district d'Abidjan, en cette occasion solennelle de présentation de vœux du Nouvel An. Excellence, Monsieur le Président, je vous prie également de trouver à travers ma... Donc là, c'est le coordonnateur GPS, en fait, à Yopougon, Monsieur Lago Hugues Bernard. D'accord ? D'accord, Lago Hugues Bernard. Donc, en fait, moi, je les découvre comme vous. Hein. Donc, on regarde Lago Hugues Bernard, ils existent, ils sont en Côte d'Ivoire, les gars. Je laisse voir les sentiments de reconnaissance et de fierté qui animent tous les coordonnateurs régionaux d'Abidjan pour ce cadre que vous avez bien voulu créer afin d'échanger directement avec vous. Ce qu'on va faire, on va avancer. C'est un grand moment de rendez-vous. On va avancer. Les Atalakou, les trucs là, moi, ça m'intéresse pas. D'accord? Parce que voilà, donc Madame Beniao Adélaïde, Benjerville, Kader Diarasouba, qui est là. Voilà. Que vous voyez. Très bon communicant, hein, Kader Diarasouba. Très, très bon communicant. Voilà. Yamsoukro, ils sont là. Pémon Brou Innocent. Les voilà, hein, les gars de Yamsoukro. Coordonnateur GPS Yamsoukro, qui est là. Voilà, Koumoué, Ali Aman qui est là, à Boisseau, au niveau d'Aboisseau, ils sont là, hein, les gars des GPS. Donc Moussa Touré, on va entendre Soro Guillaume, moi c'est Soro Guillaume que je vais entendre. Voilà, Vazoumana Kone Divo, voilà, coordonnateur GPS, Vazoumana Kone qui est là. Donc on va écouter Soro Guillaume, moi c'est Soro Guillaume qui m'intéresse. C'est Soro Guillaume qui m'intéresse, allez. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec bonheur que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour, à l'occasion de cette journée importante, communier, échanger et surtout partager avec vous les moments de joie, de succès, les moments de difficulté, vécus tout au long de cette année. Mais surtout, nous fondons sur cet acquis, ensemble nous projeter pour l'année 2025. Je dois le dire tout net, particulièrement heureux de vous retrouver après tout ce temps de silence, je dirais d'hibernation. Étant entendu que une telle cérémonie, une telle occasion large de parler avec les militantes et les militants ne s'est pas présenté en termes d'occasion il y a de cela quelques années. Vous me connaissez, vous le savez, chaque 31 décembre, j'ai toujours eu pour habitude, quand encore j'étais dans mon pays, de
me retrouver à Ferké, ma ville natale, pour partager avec les populations ces moments que je leur dédiais à l'occasion du festival de Ferké, le festival du Tchologo. Aujourd'hui, l'exil qui m'est imposé me contraint à fêter loin des miens. Mais je l'ai tantôt dit, vous retrouvez, grâce et par ce dispositif technique, me réjouit tout autant. Voyez-vous, l'exil n'est pas à souhaiter. D'ailleurs, la constitution de la Côte d'Ivoire interdit d'exiler le citoyen. Mais vous savez mieux que moi les circonstances qui m'éloignent de notre chère patrie. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer. Vous ne devez en rien être triste de ce qui jalonne le parcours politique d'un homme. L'exil fait partie de la vie. Elle fait partie de ma vie. Et elle fait partie, généralement, de la vie des grands hommes. Qu'ils soient... Bon, ok, ça commence bien. Mesdames et messieurs, je vais pouvoir analyser et je suis très heureux en tout cas d'être tombé. Je voulais pas le faire parce que souvent je suis fatigué et autres. Je me suis dit, est-ce que ça valait la peine de faire? Mesdames et messieurs, prenez vos stylos, prenez vos cahiers. Parce que les choses que je vais vous dire ici, je vous ai dit 2025 est une année palpitante. Ceux qui veulent me croire, qu'ils me croient. Ceux qui ne me croiront pas, vous aurez les preuves et les éléments, d'accord, de mon mensonge. De mon mensonge. Écoutez-moi très bien. On a deux styles. Le premier style, on a M. Ouattara. M. Ouattara qui a fait un bilan. Je vous ai fait même des critiques sur certains éléments qui n'étaient pas nécessaires dans son bilan. Je vous ai même dit qu'il y a un élément qui est très important qui n'a pas été révélé dans son discours, qui n'a pas été relevé dans son discours. Première des choses, on a Soro Guillaume et j'avais hâte d'entendre Soro Guillaume. Il évoque, il commence par l'exil. Mais il y a un truc qui vient de dire à l'instant. L'exil, pour lui, il a une conviction que l'exil fait partie de son discours. Mais il dit, l'exil est la marque des grandes personnes. Et ça m'a fait rire, pourquoi? Parce que la plupart de tous les chefs d'État, en dehors de Guy Robert et de Félix Houphouët-Boigny, d'accord, ont connu un exil en Côte d'Ivoire. Je répète, la plupart de tous les chefs d'État en Côte d'Ivoire, en dehors de Houphouët-Boigny et de Guy Robert, ont connu l'exil. La traque politique pour Houphouët-Boigny, mais je vais dire, Henri Konan Bédié a connu un exil après le coup d'État. Laurent Gbagbo a connu un exil sous Houphouët-Boigny. Ouattara a connu son exil, d'accord, sous Bédié, d'accord, et sous Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Et Soro Guillaume, il a connu son exil sous Ouattara. Donc, il en est convaincu. Il a la certitude, parce que j'attendais ce moment-là, et il a dit. Donc, il est en train de vous faire comprendre que, c'est-à-dire que il n'a pas abandonné son objectif politique. Ça, c'est une conviction. Vous le voyez, il parle comme ça, il n'a pas abandonné. Donc, ceux qui disent que Ouattara, Soro, il faut aller demander pardon à ton papa et autres, vous vous trompez. Vous trompez, absolument. Et après, je vais venir même sur le style vestimentaire, parce que le style vestimentaire aussi est très révélateur sur la psychologie d'un homme politique. Je vous parlerai de son style vestimentaire que vous avez vu sur la période du Niger, sur la photo qui avait fuité, sur sa visite au Burkina. Oh là là, arrêtez de m'appeler là quand je suis en direct. Fais chier. Bon.
Oh, c'est encore une go là qui est fond de moi, bébé. Bref, excusez-moi, c'est l'interlude parce que derrière, il y a Akissi qui m'a menacé. Elle dit, c'est quel go qui m'appelle à cette heure? Bref, c'est ma petite blague. Oui, je vais te répondre tout à l'heure, ça a chauffé. Alors, donc, pour revenir, pour être un peu plus sérieux, voilà. Donc, le style vestimentaire est très déterminant. Très, très, très déterminant. Alors, go, on continue, on va écouter le discours. Religieux, spirituel, artiste, homme politique. Avant nous, bien de personnalités ont connu cette mésaventure. Et je peux vous dire que chaque personne ou individu aborde l'exil de différentes manières. Certains sont totalement brisés par l'exil. D'autres, au contraire, puisent dans les ressources intérieures, dans leur trip, leur âme, leur fort intérieur, les ressources nécessaires pour avancer. Et en ce moment-là, l'exil ne devient qu'un passage momentané. De grands hommes ont vécu en exil. D'autres ont connu des sorts différents. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ma conviction et vous assurer que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil, deviennent aigris contre la société. Et parce qu'ils ont réussi à traverser les affres, la pénibilité de l'exil, ils se croient investis de façon divine d'une mission. Et puis d'autres qui traversent l'exil en ayant pris une véritable cure d'humilité. Je veux être de ce lot. Je veux être de ceux qui pensent. C'est très intéressant ce qu'il dit là. En fait, cette balle perdue, à votre avis, elle s'adresse à qui? Cette balle perdue, à votre avis, elle s'adresse à qui? Cette balle perdue s'adresse, je pense que cette balle perdue s'adresse de loin, de très très loin, en l'occurrence à quelqu'un que je ne citerai pas. Même pas, parce que Ouattara, on va réécouter, c'est très important, on va réécouter ce qu'il a dit. C'est pour ça que je dis, c'est très très important. Allez. Généralement, de la vie des grands hommes, qu'ils soient religieux, spirituels, artistes, hommes politiques. Avant nous, bien de personnalités ont connu cette mésaventure. Bien de personnalités ont connu cette mésaventure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je peux vous dire que chaque personne ou individu aborde l'exil de différentes manières. L'exil peut s'aborder de différentes manières par l'individu, par la nature de la personne, son éducation, son milieu social et autres. Certains sont totalement brisés par l'exil. D'autres, au contraire, puisent dans les ressources intérieures, dans leur trip, leur âme, leur fort intérieur, les ressources nécessaires pour avancer.
Et ça, c'est très révélateur parce que ça montre deux catégories, effectivement, de personnes qui, par l'exil, ont été brisées. C'est ces personnes-là qui, à la suite de leur exil, ne veulent plus faire de la politique d'opposants. Ils ne souhaitent plus se mettre, en fait, dans une posture d'opposant. Mais il y a des gens, en fait, malgré l'exil, en fait, ces personnes-là, en fait, sont dans une posture, en fait, d'opposant, de constance. C'est ce que ça révèle, en fait. Ça montre, en fait, la catégorie, en fait, de deux types de politiciens qu'il y a aujourd'hui. Merci, Patrick Amblard. T'as compris. C'est Patrick Amblard qui a suivi en fait mon chemin et qui a compris en fait où je voulais en venir. Patrick Amblard, bravo. L'image, je montrerai au fur et à mesure, effectivement, Edo Kwasi. Je vous montrerai l'image parce que j'ai été signalé entre-temps, je tiens à vous le dire. Donc, tapotez sur votre écran et surtout partagez. D'accord? Tapotez, surtout partagez. On continue. Et en ce moment-là, l'exil ne devient qu'un passage momentané. De grands hommes ont vécu en exil. D'autres ont connu des sorts différents. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ma conviction et vous assurer que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil. Écoutez, mesdames et messieurs, partagez, parce que je sens que je vais me régaler dans cette masterclass-là. 2025 commence bien. Ce qu'il est en train de dire là, c'est fort. Je pense même que ceux qui écoutaient son discours n'ont pas cerné ce qu'il a dit. Écoutez bien ce qu'il affirme. Je vous ai dit que le gars là, c'est quelqu'un, c'est un gros revanchard. Et il est en train de vous dire que loin où... Écoutez. Que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il annonce les couleurs. Il n'est pas venu vous dire qu'il affaiblit, cherche à avoir pitié ou il dit ce moment que j'ai vécu. Quand tu dis j'ai vécu quelque chose, ça veut dire que c'est déjà passé. Ce moment j'ai vécu, c'est déjà passé. M'a rendu plus fort. Ça veut dire que celui dont on disait avant qu'il était fort là, ça c'est rien. Mais avec l'humilité que j'ai appris, d'accord, je suis devenu plus fort. Mais sa force là, il la tient d'où? Il la tient où? Et puis il parle. Toi, tu es à l'étranger, tu as venu, tu as dit que tu es plus fort que qui? Écoutons. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil, deviennent aigris contre la société. Et parce qu'ils ont réussi à traverser les affres, la pénibilité de l'exil, ils se croient investis de façon divine d'une mission. Et là, il parle de qui, à votre avis? Il parle de qui? Là, il parle de Ouattara, effectivement. Donc pour lui, effectivement, il parle de Ouattara. Il parle de Ouattara parce que Ouattara, le fait qu'il ait vécu en fait son exil, c'était une frustration pour lui puisqu'il était déjà Premier ministre d'Houphouët-Boigny. Et Ouattara a juré de faire payer cela. Il a juré de toujours faire payer cela, en tout cas à ses adversaires politiques. Et il a réussi. Hein. Il les a tous eus. Il les a mis dans la sauce. Et voilà. Là, il parle clairement de Ouattara, en fait. Et écoutons la suite. C'est très intéressant. Et puis d'autres qui traversent l'exil en ayant pris une véritable cure d'humilité. Je veux être de ce lot. Et il dit, il veut être de ce lot de ceux qui ont pris une cure d'humilité. Mais c'est clair. Quand je vous disais en fait qu'il parlait de Ouattara, parce que Ouattara en fait était Premier ministre. Et c'était une humiliation pour Ouattara le fait que le pouvoir bédier, d'accord, et les autres même politiques, y compris même les Gbagbo, le rejettent par la suite. Parce que pour lui, quelqu'un qui a été Premier ministre, c'est pas possible. Soro Guillaume, c'est pareil, il est dans la même posture. Il a été ministre, président de l'Assemblée nationale, il a occupé des fonctions Premier ministre et autres. Et il dit, il veut être. S'il dit, il veut être du camp de ceux qui sont dans l'humilité, c'est par rapport au comportement de l'autre qu'il veut être dans le camp de l'humilité parce que ça ne l'arrange pas. C'est clair, c'est net. Ça, c'est l'analyse claire, nette. Il n'y a pas autre chose, midi 14. Ceux qui vont vous dire des salades,
qu'il dise des salades. Mais voici clairement ce qu'il souhaite dire dans son discours. Donc, il ne souhaite pas en fait prendre la trajectoire en étant aigri contre M. Ouattara et peut-être faire payer à un certain niveau, en tout cas, l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Je veux être de ceux qui pensent que parce qu'ils sont des humains, ils sont faillibles, peuvent faire des erreurs. Je veux être de cette catégorie qui pense que l'on doit servir le peuple et non au peuple de les servir. C'est pourquoi aujourd'hui, Ok, là on est dans une nouvelle posture. On aurait dit que M. Soro Guillaume n'a pas aussi gouverné la Côte d'Ivoire. Mais comme M. Soro Guillaume gouvernait la Côte d'Ivoire, d'accord, il nous fait comprendre qu'en fait, en Côte d'Ivoire, quand on fait la politique, c'est pour venir se servir et non servir le peuple. On part à partir de son analyse. S'il dit que désormais il veut être du camp de l'humilité, il veut être du camp de ceux qui doivent servir le peuple et non se servir, il nous fait comprendre qu'en politique en Côte d'Ivoire, la classe politique le plus souvent se sert au lieu de servir le peuple. C'est clair. Parce que ça, si c'était quelqu'un qui n'avait pas occupé un poste ministériel, qui ne faisait pas la politique auparavant, on aurait dit c'est un discours de campagne, c'est un discours tout vierge. Comme ce qu'a Saleh Tiemoko, par exemple, nous donne. D'accord? Mais lui, il a été aux affaires. Donc s'il dit maintenant qu'il ne veut plus être de la posture de ceux qui sont de l'autre côté, il veut servir le peuple et non se servir, ça veut dire que la classe politique s'est toujours servie et maintenant il veut être dans une nouvelle dynamique. Mais quelles sont les aspirations et les motivations qui le poussent vers cette nouvelle dynamique? On va aller un peu. Moi, je veux creuser pour mieux comprendre. Allez, on est parti. je voudrais donc donner l'assurance aux uns, aux autres, de ma détermination à continuer avec vous le combat pour plus de liberté, plus de démocratie en Côte d'Ivoire. Me voilà donc devant vous, comme dirait quelqu'un, en chair et en os. Je me porte bien, mentalement et physiquement. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire. Donc effectivement, la politique, en fait, la communication politique y était. Donc quand on disait qu'il était complètement malade, donc il dit en fait que c'était pour déstabiliser sa base. Et donc aujourd'hui, il va bien. On y va, on va écouter, on va voir la suite. Que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Oui, délesté de quelques kilos, heureusement. Donc j'étais en train de vous dire que personnellement, moi j'aime pas quand on est trop gros. J'aime pas quand on... Voilà, c'est pas bon pour la santé. Et lui dit heureusement qu'il a perdu des kilos. On y va. Avant, quand j'avais de l'embonpoint, on me surnommait, je dirais avec moquerie, du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, S-I-K-I-2-N-I. Bon, là, il a dit en sénoufo, hein. On ne dit pas un sikini, on dit un skinny. Donc, il a dit un sikini. Donc, il disait que les gens le traitaient de petit gros. C'est vrai, en plus, à l'époque, j'avais entendu que les gens parlaient de lui en parlant du petit gros. Donc, certainement, ça l'a pincé, ça lui a fait mal également. Il était attentif à cela. Et donc, maintenant, il dit qu'il est un sikini. Non, étoile filante, KGB haute, dites qu'on dit skinny. Voilà, donc il est un skinny maintenant. Voilà. Pas le sikini d'anglais, je les vois encore sans plaindre. Mais, chers compatriotes, je suis disposé à me soumettre à toutes sortes de batteries pour bien vous prouver que je vais bien. Mes chers compatriotes, la situation de notre pays, je la connais. Bien que loin de mon pays, je la vis intimement.
le monde paysan, qui jusqu'à présent ne bénéficie pas du juste prix de son labeur, le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, qui pourtant rapportent des devises à notre pays. Les jeunes qui sortent des écoles et des centres de formation munis de diplômes, mais qui ne trouvent guère de travail stable. Voilà, donc là, en fait, on a clairement quelqu'un qui est opposé au discours, d'accord, qui est opposé au discours de M. Ouattara. Vous avez le contraire, c'est-à-dire que Soro Guillaume est en train de dire le contraire de tout ce qui a été dit en quelques minutes par M. Ouattara. Il balaie du revers de la main, en fait, tout ce que Ouattara a dit. Et ça, c'est intéressant. On y va, on va écouter. C'est très intéressant, on y va. Le marché du travail, qui est en profond décalage avec nos formations scolaires, universitaires et professionnelles. La situation difficile de nos mamans du monde rural. Ces mamans qui, dans nos marchés depuis l'aube, exposées en permanence à toutes sortes d'intempéries, d'insécurité, n'arrivent pas à soutenir convenablement les familles. Les travailleurs du secteur privé, confrontés depuis des décennies au défi de maigres salaires qui, du reste, est avalé par l'inflation galopante et non maîtrisée. Et voilà, on parlait de révalorisation salariale. Donc, on dit qu'en fait, il y a une inflation galopante, d'accord. Est-ce que les prix augmentent? Pour ceux qui sont là, pour la plupart, je veux savoir si Soro Guillaume est un menteur ou il dit la vérité. Est-ce que les prix augmentent? Est-ce qu'on peut parler d'inflation aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou les prix sont maîtrisés en Côte d'Ivoire? Je vais prendre 3-4 commentaires. Allez-y, j'attends. Les prix sont-ils maîtrisés? Ou les prix augmentent? Répondez-moi. Répondez-moi. Personne n'a beaucoup augmenté. Emso Deguez dit beaucoup augmenté. Les prix augmentent aussi. Edo Kwasi. Race de Badi. Ok. Tout est devenu cher. Ok. On va continuer. Ok. Je vois des trucs. Ok. Ça a augmenté. Bon. Donc on continue sur ce plan-là. Il n'a pas menti. Les milliers de fonctionnaires, notamment les enseignants et les soignants, dont les conditions de vie et de travail laissent à désirer. M. Ouattara a dit depuis 2014, le salaire des fonctionnaires ne cesse d'augmenter. M. Soro Guillaume dit le contraire. S'il y a des fonctionnaires ou si des gens connaissent des fonctionnaires, dites-moi si Soro Guillaume raconte des bêtises. On y va. Alors même qu'ils sont les piliers du développement humain de notre nation. Les jeunes entrepreneurs et innovateurs qui, malgré leur créativité et leur détermination, peinent à accéder au financement, à l'accompagnement et aux opportunités pour transformer leurs idées en projets viables. Ok. Bon, là, M. Ouattara nous a parlé du PJ-Gouv pour aider les jeunes entrepreneurs. Là, j'essaie de comparer. PJ-Gouv, les jeunes entrepreneurs. M. Ouattara a dit qu'il va créer une sorte d'endroit où on pourra parler de l'emploi. On pourra parler en fait aussi d'innovation technologique et de culture. Lui, il dit le contraire, que les jeunes entrepreneurs ont les bâtons dans les roues. S'il y a des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs ici, dites-moi la vérité. Est-il un menteur ou il dit la vérité? C'est compliqué pour un jeune entrepreneur ivoirien aujourd'hui de sortir son épingle du jeu. On continue. Capable de générer des emplois et de créer de la richesse. Tout ceci ne m'est pas étranger. Chers compatriotes, je connais vos souffrances. Je sais aussi vos attentes. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, avant d'aller plus loin, de commencer par féliciter nos militants. Je vous salue pour votre résilience, votre courage face à l'adversité. Bon, ça c'est une affaire des GPS.
D'accord, les gars, le GPS, on va avancer. C'est une affaire des GPS. Pour que, grâce à la bonne fortune, il puisse recouvrer la liberté. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, je ne suis pas encore avec vous. Là, il nous parle de son exil et il nous détermine un continent. Il n'a pas parlé du continent européen, il a parlé du continent asiatique. Le continent asiatique, où était-il en Asie? Est-ce qu'on pourrait dire que la Turquie est dans une partie de la Turquie est dans l'Asie, une partie d'un grand pays qui s'appelle la Russie sera en Asie? Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais moi j'aime bien les détails des discours. Parce que beaucoup de choses se disent sur les réseaux, et même par des journalistes certifiés, assermentés, mais ils ne font pas de recherche. Moi, j'aime bien, en tout cas, avoir les détails de quand quelqu'un parle. Donc, réfléchissez dessus. Est-ce qu'une partie de la Russie irait jusqu'en Asie? D'accord. Le Qatar est en Asie. Ouzaï Famed nous dit que le Qatar est en Asie. D'accord. Et en tout cas, à vous de réfléchir. On y va, on continue. Sur la terre de nos ancêtres, de Côte d'Ivoire. Mais je ne suis plus loin. Et c'est pourquoi ce gars-là, les gars, partagez parce que c'est ça d'ontologie. Oh, j'écoute et je rigole en même temps parce que le seul mouvement existant en Côte d'Ivoire, militant chaque année emprisonné, chaque année exilé. Mais malgré cette adversité féroce, vous êtes resté constant et cohérent. Et je m'en réjouis. C'est pourquoi je vous invite à avoir une pensée émue pour nos camarades qui, encore, à ce jour, sont dans les liens de la détention. Je pense au député Kandos Moro, à M. Elhadji Traoré Mamadou, au jeune frère Kader Doumbia, au commandant Fofana Aboulaye. Prions ensemble pour que, grâce à la bonne fortune, ils puissent recouvrer la liberté. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, je ne suis pas encore avec vous, sur la terre de nos ancêtres, de Côte d'Ivoire, mais je ne suis plus loin. Alors, cette phrase-là, elle est choc. Ça donne l'itinéraire d'un parcours. Dirais-je, je vais vous demander de tapoter. Tapoter et partager parce que sinon, on risque malheureusement de suspendre encore en fait ce compte. Il a précisé sur la terre des ancêtres ivoiriens. Donc, il a précisé, chaque phrase est importante de préciser. Et il dit ensuite, quelque chose. Tapotez s'il vous plaît et partagez. Et il dit, il sera bientôt sur la terre de ses ancêtres. Est-ce qu'il y a un projet de M. Ouattara que Ouattara n'a pas voulu dire lors de son discours? Comment est-il sûr, même s'il parle de la bonne fortune, a-t-il une boule de cristal? A-t-il un secret sénophore pour déterminer les choses? Bon, on a vu Ouattara aussi. Ouattara avait dit à l'époque qu'il serait là, en fait, pour les fêtes de fin d'année en 99. Et Ouattara est arrivé.
Donc les gens l'ont appelé Brave Tché à partir de cela. Donc on verra, c'est intéressant. Nous analysons tout simplement. On y va. Et c'est pourquoi je voudrais personnellement, au moment où je peux vous parler comme je le fais maintenant, remercier tout particulièrement certains chefs d'État qui, dans ma difficulté, ont été d'un soutien et d'un humanisme notable que je tiens à relever ici. Je voudrais tout particulièrement saluer les présidents, le général Assimi Goïta. Bon, je vais m'arrêter là et je vais vous dire quelque chose clair. J'invite tous ceux qui sont là, vous êtes presque de 240 et c'est pour cela que j'avais demandé à chacun de prendre un stylo, un cahier. J'ai fait exprès de mettre la vidéo de M. Ouattara et puis ensuite mettre la vidéo de M. Kibafouri Guillaume. Prenez la vidéo de M. Ouattara. Il n'a aucunement parlé de la politique internationale de la Côte d'Ivoire. Aucunement. Mais il a eu le temps de nous parler des ENA Bansé pour le record Guinness. Et nous savons la place que la Côte d'Ivoire occupe dans l'espace de la CEDEAO. Il n'a aucunement parlé de la politique internationale de la Côte d'Ivoire dans sa zone sous-régionale et même continentale et internationale. Prenez le discours, allez le réécouter. Nous, on l'a décortiqué ici. J'ai rigolé avec les gens n'ont pas compris. Allez, mais regardez la dimension du discours de Soro Guillaume. Il dit quelque chose. Soro Guillaume n'avait jamais aucunement évoqué Assimi Goïta. Jamais. Il a rencontré Tiani, officiellement sur les caméras, il a rencontré Ibrahim Traoré. D'accord? Ibrahim Traoré. Mais il n'a jamais évoqué le nom d'Assimi Goïta officiellement. Mais là, il cite Assimi Goïta. Vous savez pourquoi? Parce que Assimi Goïta assure la présidence de l'AES. Quand vous prenez le discours, regardez le contexte et déterminez, regardez l'espace. Il cite en premier Assimi Goïta. Parce que Assimi est le président de cette confédération. Pour vous qui l'ignorez, et on va écouter la suite, c'est très intéressant. Le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, en autorisant ma présence sur le territoire d'Afrique de l'Ouest, me donne l'occasion, l'opportunité de renouer avec les senteurs et les effluves de l'harmattan, de notre sous-région qui m'a tant manqué toutes ces années durant. Je voudrais aussi saluer certains chefs d'État que je ne citerai pas. J'en aurai l'opportunité à d'autres occasions. Les remercier pour leur aide. Ok, là je m'arrête là, c'est très important. Il faut comprendre quelque chose, et je tiens à vous dire, vous voyez, il a cité clairement l'AES, il a cité les personnalités de l'AES, mais il n'a pas cité d'autres chefs d'État. Il faut comprendre quelque chose. S'il citait directement, implicitement d'autres chefs d'État, surtout dans la zone ouest africaine, ça risquait de brouiller et de créer même, d'accord, de la part de l'État ivoirien un courroux vis-à-vis de leur pays frère ou homologue. Ça veut dire que il fait de la diplomatie, mais en même temps, il laisse passer un message pour faire comprendre, en fait, à Abidjan, que vous pensez même peut-être être en bonne aloi avec certaines personnes, mais ces personnes-là m'attribuent gîte et couvert. Donc, ça reste, c'est de la stratégie, c'est aussi de la diplomatie qu'il emploie là. Et c'est intéressant, il a cité personne. Et je ne me permettrai pas de citer aussi de mon côté certaines personnes, même si j'ai quelques petits soupçons. Les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Je suis un fils d'Afrique. Je suis un fils. On a le thème ancêtre, terre d'ancêtre.
On a Effluve, on a Ouest Africain, on a Ferke Sédougou qui est cité. Il revient, je suis un fils d'Afrique. Il ne parle pas aujourd'hui, il ne dit pas qu'il est le Mahatma Gandhi. Il ne dit pas qu'il est, d'accord, Victor Hugo. Vous savez pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, en politique, rien n'est figé. On ne naît pas panafricain. On peut le devenir par la force des circonstances et des choses. On ne naît pas. Kwame Nkrumah n'est pas né panafricain. D'accord? Il n'est pas né panafricain. Personne ne naît panafricain. On peut, c'est suite à une orientation et quelque chose qu'on truc. Ça peut être vu comme de l'opportunisme. En politique, par beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de gens voient les panafricains, ceux qui se disent panafricains, opportunistes. On les surnomme même des panafricons. D'accord? On pourrait prendre l'exemple de Franklin Nyamsi, qui était quelqu'un qui supportait Ouattara, qui disait tout sur Ouattara. Et du jour au lendemain, il est devenu un chantre du panafricanisme. Donc des gens ironisent. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime en fait en politique. J'aime pas le discours. J'aime le discours qui est suivi d'action. Mais ce qu'on peut déterminer ici, vous remarquerez que Soro Guillaume, quand il parle, il donne beaucoup de symboliques qui tournent tout autour de la terre africaine. Et il vient, il précise, il dit, je suis un fils d'Afrique. Je veux voir où il veut en venir. C'est intéressant. De l'Afrique de l'Ouest. Je suis de nationalité ivoirienne. Ma place n'est pas en exil. Ma place n'est pas en Asie, ni en Europe. Ma place, c'est en Afrique. C'est intéressant et c'est ce que je suis en train de dire. MDG dit, je soutiens un rebelle. Je n'ai pas soutenu un rebelle, je fais de l'analyse. Est-ce que quand j'analysais le discours de M. Ouattara tout à l'heure, vous aviez dit que je soutiens un économiste ou je soutiens le RDR? Pourquoi à chaque moment, quand on veut analyser quelque chose, vous êtes automatiquement dans l'enfermement? Moi, je ne suis pas enfermé. Hein. Je suis quelqu'un de très libre. Donc, souffrez que j'analyse. Ça peut vous faire mal d'entendre ce que j'ai dit, mais souffrez, d'accord, d'entendre mes analyses. Et si elles sont fausses, voilà. Il dit qu'il est un fils d'Afrique. Il dit qu'il n'est pas fait pour rester en Europe. Il n'est pas fait pour rester en Asie. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pour agir, on ne peut pas rester de nombreuses années à l'étranger. Il faut venir dans son pays. Il faut être connecté avec son pays. Ça donne matière à réfléchir, en tout cas sur certains profils. Ça donne matière à réfléchir. On y va. Ma place est en Côte d'Ivoire, pour me rapprocher un peu plus de la tombe de mon père et de ma mère. Son père n'est plus Alassane Ouattara. Son père, c'est Monsieur Soro. Je crois que ça s'appelait Gilbert, non? Je crois. Je sais plus. Hein? Il faut se rapprocher de la tombe de son père et de sa mère. Si vous comprenez la profondeur en tant qu'Africain de ce qu'il dit, vous verrez où je vais en venir. Mais allons-y, on y va. On y va. Intérêt à faire que. À qui je pense constamment, puisque chaque année, je me rendais au pied de leur tombe. Ceux que je n'ai pas pu faire depuis 6 ans. C'est avec émotion que je veux penser à eux aujourd'hui. Et penser à tous ceux de nos militants qui sont morts et qui ont perdu la vie. Que Dieu les accueille en son paradis. Mesdames et messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour m'adresser à vous sans acrimonie. Je ne ferai pas de logorée. Je ne tomberai pas dans la verbosité. Je m'adresse à vous pour vous dire que je fais partie de la communauté nationale et que l'exil m'ayant renforcé, forgé, fortifié, je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle. Ok. Mais comment va-t-il se présenter au présidentiel s'il n'a pas la possibilité de rentrer dans son pays? Est-ce que M. Ouattara, lors de son discours, quand il évoquait
l'élection transparente, l'élection démocratique, d'accord, ça sera ouvert à tout le monde. Comment va-t-il pouvoir participer aux élections? Bon, je vous ai dit 2025, mesdames et messieurs, sera une année des plus palpitantes. Il faudra franchement qu'on soit attentif. On ne sera pas assez endormi comme 2024. Ça sera véritablement une année palpitante. Il y aura des choses magnifiques qui vont se passer, qui seront très déterminantes pour l'avenir de ce pays. Suivant avec beaucoup d'intérêt et d'intelligence, ça commence très très bien. On y va. Dame Nature, m'ayant déjà par le passé autorisé, permis, donné l'opportunité, l'occasion de servir mon pays à de hautes responsabilités. Tenez. Bon. J'adore. Est-ce que... Bon. Ça devient sérieux. Dame Nature, m'ayant déjà donné l'opportunité d'occuper des postes, d'accord, et d'avoir à agir, c'est-à-dire que ce monsieur-là, quand il parle de Dame Nature, il parle de son destin. Il parle de son destin. Il parle de son destin, il est convaincu que voilà. En ce qui concerne son destin, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui j'ai pas inventé, hein. De 1960 à 2024, sur environ les 20 millions d'Ivoiriens, 25 millions peut-être. De 1960 à 2004, dis-je, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 8 présidents de l'Assemblée nationale. Parmi ces 8 présidents, votre serviteur que je suis fait partie. Et j'ai assumé ces responsabilités tout en vous laissant toute la latitude d'apprécier mon bilan. De 1960 à 2024, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 12 premiers ministres. Là encore, Dame Nature m'a permis de figurer au titre de ces 12 personnalités en qualité de Premier ministre. Il me plaît de signaler que de toutes ces personnalités, 20 au total, si on ajoute les 8 présidents d'Assemblée nationale aux 12 premiers ministres, nous avons été peut-être seulement 2 anciens premiers ministres à avoir servi 2 présidents de la République. Mon doyen, le Premier ministre Kablan Duncan, et moi-même. J'ai, disons donc, eu le privilège inénarrable de servir mon pays au plus haut niveau avec toute ma passion, ma force, ma conviction. Cela est une expérience qui m'a permis de connaître intimement le fonctionnement de l'appareil étatique et de me frotter au mécanisme de son exercice harmonieux. Aujourd'hui, je suis prêt, dès demain, à servir mon pays au plus haut niveau. Pour ce faire, j'ai élaboré un programme de gouvernement, un projet de société que, à l'occasion, je tiendrai à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et nous pourrons, dans un cadre aseptisé, en Côte d'Ivoire, exprimer, expliquer
vulgariser nos positions, notre philosophie, notre vision. Bon, et, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit clair, d'accord? Il faut qu'on soit clair. Je vais vous dire quelque chose. 2025, ça sera palpitant. Parce que là, j'ai entendu quelqu'un qui veut se vendre, qui indique il a avoir servi aux plus hautes autorités d'État. Il sait ce que c'est que le mécanisme d'État. Il sait comment, en fait, l'État fonctionne. Et il annonce ouvertement que lui, il est prêt, il a un programme. Il est prêt, il a un programme. Mais il indique quand l'environnement sera aseptisé. Je remets, hein, c'est très important. L'écoute, c'est très, très important. Aseptisé, ils auront à divulguer leur programme. Comment l'environnement va être aseptisé? Aseptisé, ça veut dire nettoyer, c'est-à-dire être propre. Je remets, hein, c'est pas moi que j'invente rien. Écoutez bien ce qu'il dit. Et 20 au total, si on ajoute les 8 présidents d'Assemblée nationale aux 12 premiers ministres, nous avons été peut-être seulement 2 anciens premiers ministres à avoir servi 2 présidents de la République. Mon doyen, le premier ministre Kablan Duncan, et moi-même. J'ai, disons donc, eu le privilège inénarrable de servir mon pays au plus haut niveau avec toute ma passion, ma force, ma conviction. Cela est une expérience qui m'a permis de connaître intimement le fonctionnement de l'appareil étatique et de me frotter au mécanisme de son exercice harmonieux. Aujourd'hui, je suis prêt, dès demain, à servir mon pays au plus haut niveau. Pour ce faire, j'ai élaboré un programme de gouvernement, un projet de société que, à l'occasion, je tiendrai à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et nous pourrons, dans un cadre aseptisé, nous pourrons dans un cadre aseptisé. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, le cadre, il est infesté. C'est ce que je dis. J'aime bien les détails. Un cadre aseptisé. Écoutez bien par la suite. Côte d'Ivoire, exprimer, expliquer, vulgariser. Dans un cadre aseptisé, ils pourront expliquer, vulgariser leur programme, le programme du GPS. Quel sera le programme du GPS? J'ai hâte de voir, de découvrir les programmes de tous les partis. C'est ce que j'ai dit. Quand on me dit, par exemple, Nsang, mais toi, Nsang, tu ne choisis pas un candidat et tout. Je leur dis continuellement, non, il faut qu'on me fasse cas et qu'on m'explique ce qu'il y a dans les programmes. Et c'est ça. Voilà. Donc, c'est les programmes qui vont m'intéresser. Et j'ai hâte, bizarrement, j'ai hâte de découvrir le programme du GPS parce que je ne sais pas pourquoi, mais bon. Nos positions, notre philosophie, notre vision. Mesdames et messieurs, voici le propos que je tenais à partager avec vous. Je tenais à ce qu'ensemble, nous nous donnions la main pour restaurer la dignité de chaque citoyen en Côte d'Ivoire. Je suis un homme apaisé, sans rancœur. Oui, j'ai entendu bon nombre de personnes à chaque fois déclarer ou réclamer que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire,
que M. Soro, je l'ai entendu, demande pardon aux Ivoiriens. Mais sachez-le, je n'ai pas attendu ces invitations qui, peut-être, sincères, je n'en sais rien, mais je n'ai pas à présumer le contraire. Mais, d'ailleurs, j'ai demandé à mes équipes de faire un travail scientifique et de montrer, depuis 1960 à 2004, lequel des hommes politiques ayant servi l'État à un niveau aussi élevé que Premier ministre ou Président de l'Assemblée nationale, qui ait autant fait usage du mot pardon dans ses discours. Le président Laurent Gbagbo, que je salue par ailleurs, pour tout son humanisme, quand il m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre en 2007, le premier discours que j'ai tenu, le mot central de ce discours, j'ai dit bien 2007. J'ai dit bien 2007, plus de 15 ans maintenant, plus de... Alors, ce qui est intéressant, déjà, on peut voir que le premier nom qu'il évoque, à part Daniel Kablan-Duncan, mais qui n'était pas au-dessus, et Daniel Kablan-Duncan, il n'a même pas mis de mention de salutation. Le premier homme politique ou adversaire politique, je dirais même homme politique, à qui il a adressé une salutation dans son discours. Nous ne nous investissons pas dans la recherche, par le pardon, le dialogue, à faire la paix et à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu de l'unité nationale qui n'aurait jamais dû se déchirer. Et c'est ça, le rôle d'un leader. Je ne veux pas gouverner la Côte d'Ivoire par la crainte, mais par l'art de vaincre par la conviction, par ma capacité à convaincre le citoyen et aller apporter l'apaisement dans le cœur de ce citoyen qui se trouve à Nyangroubono, qui se trouve à Zouanie, qui se trouve à Sipilou. Je veux, par le dialogue, le discours, les actes, aller convaincre celui réticent à San Pedro, à Tanda. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut voir une similarité dans le discours de Ouattara et le discours de Soro. Le défi de la réconciliation. Ouattara, à l'entame de son discours, lui disait que la réconciliation est une réalité, qu'il y a eu des progrès forts. Soro, il détermine des zones, mais en l'occurrence, une zone particulière. Quand il parle de Mangrobo et il parle par exemple de Zouangnian, de Sipilou, c'est la zone de l'Ouest. Il y a une prise, cette zone de l'Ouest a été la zone la plus meurtrie en Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de calculer le nombre de victimes, ce serait vraiment macabre de faire cela, mais on sait que voilà, effectivement, il y a eu un génocide dans l'Ouest, et ce génocide-là doit être reconnu de tous en Côte d'Ivoire, pour la mémoire même historique de la Côte d'Ivoire, pour ne plus que jamais on entretienne cela. Et il descend en fait aussi vers le sud-ouest, et il parle de San Pedro, il a parlé aussi, je crois, de Bondoukou, de Bouna. Donc, il y a ces éléments-là qu'on doit vraiment pas ignorer. Et je pense que M. Ouattara qui est aux affaires, M. Ouattara aussi, de même, en dehors du discours politicien, doit aussi véritablement déployer ces gens sur le terrain. Et pour la commémoration et la mémoire même des Ivoiriens, véritablement faire un travail. Parce que ce truc-là n'a pas été fait depuis 14 ans en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, donner des enveloppes à quelques personnes, ce n'est pas restaurer en fait la mémoire historique d'une perte pour un pays. Quel que soit le camp politique dans lequel on est, il ne faut pas jouer avec la mort des victimes, il faut vraiment faire un travail sérieusement là-dessus. C'est très très important.
Monsieur Ouattara a fait 14 ans, mais franchement, dans l'Ouest, je trouve que les choses n'ont pas été faites comme il se devait. Il n'y a pas que l'Ouest, hein. Il y a aussi, même à Yopougon, il y a aussi dans le pays baoulé, il y a aussi chez les Akiés, d'accord, au niveau du Sud, des choses n'ont pas été faites comme il se doit. Je pense que le raté du gouvernement Ouattara était véritablement, effectivement, la réconciliation. On a été très sélectif. Et puis, on a créé des institutions, mais bon, juste pour du surplace. Mais concrètement, sur le terrain, ce travail-là d'accompagnement, ce travail psychologique, ce travail de restauration, même historique, quel que soit le camp dans lequel on est, a été quelque chose de raté. Donc, personnellement, voilà. C'est-à-dire que depuis 2010-2011, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Et les Ivoiriens, dans leur ensemble, quelle que soit leur appartenance politique, ont cette séquelle psychologique-là qui reste sur l'état d'esprit de tout le monde. Qu'on soit dans un camp des vainqueurs ou des vaincus, ces crimes-là ont laissé une tache indélébile dans la mémoire des Ivoiriens. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Après, Monsieur Kovacic, vous avez le droit de ne pas me croire. Vous avez aussi votre point de vue, d'accord, que je respecte. Mais je ne cherche pas ici à avoir la majorité avec moi. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. On continue, on écoute. Et leur dire, nous sommes des Ivoiriens. Nous n'avons pas d'autre alternative que de nous mettre ensemble, de mutuellement accorder le pardon aux uns aux autres, nous donner la main. Les filles, le défi majeur, ce n'est pas entre nous. Le défi du développement, ce n'est pas le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre d'Aqua. Il est ailleurs. Ne voyez-vous pas, chers compatriotes, que dans la sous-région, tous les autres peuples s'unissent? Il faut saluer du reste la Confédération des États du Sahel, qui ont bien compris que les enjeux de leur développement, les enjeux... Écoutez très bien cette partie et je voulais en venir là. Quand je vous parlais de la position figée en politique et le changement, vous allez comprendre parfaitement. Il dit, et je l'ai toujours dit ici pour ceux qui suivent mes analyses, je vous ai dit que le destin de la Côte d'Ivoire, malheureusement, ne se fait pas de l'intérieur. Beaucoup n'ont pas compris. Les choses se font de l'extérieur, mais vers quelle zone de l'extérieur? C'est de cela qu'il s'agit, ça le vrai nœud. Et écoutez bien le clin d'œil qu'il fait à l'AES, à la confédération de l'AES. Écoutez bien le clin d'œil qu'il fait et vous comprendrez où je vais en venir. Regardez, je vais remettre juste cette petite partie-là. Tac, écoutez. Aux uns aux autres, nous donner la main. Car les défis, le défi majeur, ce n'est pas entre nous. Le défi du développement, ce n'est pas entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre de la Côte d'Ivoire. Il est ailleurs. Ne voyez-vous pas, chers compatriotes, que dans la sous-région, tous les autres peuples s'unissent? Il faut saluer du reste la Confédération des États du Sahel, qui ont bien compris que les enjeux de leur développement... Voilà. Donc, comprenez quelque chose. J'ai toujours dit aux gens que la Côte d'Ivoire ne se développera jamais seule. Même le Sénégal, on ne peut pas. On est des États trop petits. Si on veut vraiment connaître le développement dans un bon, on est obligé, d'accord, de se mettre dans des grands ensembles. Mais des grands ensembles véritables, pas dans le délire de la CEDEAO. La CEDEAO, là, c'est des communautés qui sont trop pilotées de l'extérieur, tant dans leur fonctionnement et tant même dans la présence, même en fait, de certains lobbies qui y sont. Aujourd'hui, c'est les grands ensembles. Pourquoi Nkrumah l'avait pensé à l'époque? Mais les gens l'ont combattu parce qu'on était dans une continuité, en fait, de la colonie française. Mais aujourd'hui, je bug. Attendez. On m'entend pas? Je bug. Ah ouais, c'est vrai. Attendez. Attendez. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que là c'est mieux?
Ok. Ok, donc je disais que ce n'était pas le fait, en fait, il faut penser cela. Ça, il ne faut pas avoir de complexe à penser cela. Et voilà, donc les grands ensembles, c'est l'unique solution pour nous. Aucun pays, en tout cas dans notre zone-là, va connaître un véritable développement juste. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et je l'ai toujours dit, donc c'est pas le Soro qui est venu m'apprendre cela, d'accord? Les enjeux de l'émancipation, de la vraie indépendance, c'est la prise de conscience que nous sommes tous les mêmes. Les enjeux, d'accord, les enjeux de l'émancipation et de la vraie indépendance. La question que je me pose, est-ce qu'il y avait une fausse indépendance? Sommes-nous véritablement indépendants? Les enjeux de l'émancipation. On n'est pas émancipé en Côte d'Ivoire? Pourquoi Soro, en 2025, là, vient nous dire les enjeux de l'émancipation? De quelle émancipation parle-t-il? De quelle indépendance parle-t-il? Lui-même, il a servi dans l'État. Pourquoi aujourd'hui le même Soro qui vient nous parler d'émancipation et vient nous parler, d'accord, il vient nous parler maintenant d'indépendance? C'est quoi? Où veut-il en venir? Qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous que Soro, quand il était président de l'Assemblée nationale ou ministre sous Ouattara, si quelqu'un venait lui dire on n'est pas indépendant, il allait dire que c'est vrai? Je ne pense pas. Pourquoi aujourd'hui il le dit? Pourquoi il fait un clin d'œil en fait à l'AES? Bon, bref. Et que nous devons affronter plus grand défi et danger. Chers compatriotes, est-ce que nous ne nous rendons pas compte qu'en continuant de tenir le langage de la division, de l'exclusion, en tenant ce discours et en lançant des rodomontades, nous continuons à nous affaiblir en tant que nation? Quand allons-nous rendre compte que les Ivoiriens doivent se retrouver? Je ne demande rien pour moi, puisque l'exil, je l'ai vécu, je l'ai accepté. J'ai compris que si Dieu, comme l'appellent les chrétiens, Allah, comme l'appellent les musulmans, et les matérialistes, qui vous parleront donc de dame nature, si Dieu a permis que je sois... Bon, écoutez, ça, cet élément-là, dans quelques mois, je reviendrai dessus, sur les matérialistes. Les matérialistes. Pourquoi il a parlé de Dieu? Il a parlé d'Allah, il a parlé des matérialistes et il a parlé en fait de dame nature. Dans quelques mois, je reviendrai dessus et je vous dirai pourquoi. Qu'est-ce qu'il appelle les matérialistes? Mais tout a une place dans son discours. Ne pensez pas que le mec là, il raconte tout et n'importe quoi. Il a cité 3 éléments. Je reviendrai dans quelques mois parce que j'aime beaucoup analyser. Les matérialistes. Les matérialistes. On y va, écoutons. En exil, toutes ces années, il sait certainement pourquoi. Et si toutes ces années, je suis encore sur mes jambes solides, Inch'Allah, alléluia, Dieu sait aussi pourquoi. Et s'il me permet aujourd'hui de m'adresser à vous, certainement que il sait aussi pourquoi. C'est pourquoi vous me permettrez de conclure que je suis aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est un homme à peser. Un homme qui a gagné en maturité. Je m'adresse à vous
pour vous inviter au plus grand cadeau que nous pourrons offrir aux Ivoiriens, le rassemblement, la réconciliation. Mesdames et messieurs, je voudrais donc souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Et retenez ceci. Quelquefois, l'on raconte sa destinée par le chemin qu'on prend pour l'éviter. Je vous remercie. Bon, moi j'ai beaucoup aimé son discours. Perso, j'ai beaucoup aimé son discours parce que c'est un discours qui me donne du travail. Voilà, c'est pas aimé parce que je suis tombé amoureux de son discours, mais ça me donne du travail dans la réflexion. Vous savez que comment j'écoute, j'aime bien, j'aime bien. Alors la fin là, on va écouter la fin. Éviter. Je vous remercie. Voilà. Un homme apaisé, un homme qui a gagné en maturité. Je m'adresse à vous pour vous inviter au plus grand cadeau que nous pourrons offrir aux Ivoiriens, le rassemblement, la réconciliation. Mesdames et messieurs, je voudrais donc souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Et retenez ceci. Quelquefois, l'on raconte sa destinée par le chemin qu'on prend pour l'éviter. Je vous remercie. L'on raconte sa destinée par le chemin par lequel on veut. J'ai pas trop de trucs, il faut que je me penche là-dessus, mais je sens que c'est quand même quelque chose de profond. On écoute vite fait, d'accord, une petite mélodie, et puis... On m'entend pas? Oh là là. Attendez. On ne m'entend pas? Là, on m'entend à nouveau. On m'entend à nouveau? On m'entend à nouveau? Ouais, mais quand même, c'est... On m'entend à nouveau? Ok, j'ai un retour. Ok, c'est bon. Bon, écoutez, le temps que je fasse mon analyse avec vous, on s'écoute une petite mélodie pour rentrer dans l'année, et puis voilà. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!